Je vais vous parler de la zone critique, qui est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, et je ne suis de loin pas le seul à m'intéresser à ce concept. Car si vous êtes allé à la GU, si vous êtes allé à la Goldschmidt cet été, si vous lisez Libération, si vous lisez des livres de philosophie, et nous avons le plaisir dans la salle d'avoir Bruno Latour qui s'intéresse aux zones critiques depuis quelques années maintenant, vous avez remarqué que ce thème de la zone critique est un thème qui est très présent. Oh, c'est vrai ? Voilà, ça va mieux ? Ah, voilà, ok. Me rappeler mon cours de première année alors. Donc, la zone critique est un concept auquel vous ne pouvez pas échapper si vous fréquentez les congrès scientifiques, aussi bien que maintenant les librairies et que vous lisez des journaux à grand tirage. Alors, je voulais aujourd'hui faire un petit point sur ce que c'est que la zone critique. Ma perspective est une perspective de scientifique, bien sûr. Elle n'est en aucun point une perspective de philosophie de la nature ou de relation entre les êtres humains et la nature, le système naturel. Elle est purement scientifique. Et je voudrais donc vous décrire un peu ce qu'est la zone critique, en faire un petit historique, parce que c'est ça qui permet de le comprendre. Pourquoi cette zone critique est si critique ? Je veux vous prendre, nous sommes à l'IPG, quelques exemples de zones critiques. C'est des choix qui sont complètement personnels et au travers mon spectre disciplinaire. Et enfin, je terminerai par la nécessité d'organiser la communauté scientifique, peut-être même la manière dont nous enseignons les sciences pour peut-être leur donner une connotation plus zone critique. Bien, donc la planète, premièrement, donc qu'est-ce que la zone critique ? La planète Terre, je ne vous apprends rien, est une des rares planètes du système solaire. On pourrait peut-être baisser la lumière, qui est à un cycle de l'eau. Donc ce cycle de l'eau, le moteur énergétique de ce cycle de l'eau, c'est l'énergie solaire. Et sur la totalité de l'eau qui s'évapore parce que le Soleil apporte de l'énergie à la surface de la Terre, seulement 10% de ce flux, ces 434 000 km3 d'eau, ce sont des milliers de kilomètres cubes d'eau sur cette figure, coule à la surface des océans, des terres, des continents. Il coule en surface ou, la plupart du temps d'ailleurs, en subsurface, c'est-à-dire que c'est de l'eau souterraine, mais qui, un jour ou l'autre, rejoint l'océan. Donc seulement 10%, c'est très peu, mais ces 10% sont d'une importance considérable, car la planète Terre, non seulement possède un cycle de l'eau, elle possède aussi du gaz carbonique dans son atmosphère. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que le CO2, une fois qu'il se dissout dans l'eau, donne un acide. C'est une réaction qui est connue depuis très longtemps. Et un acide, ça donne des protons, et des protons, ça a une action agressive vis-à-vis des roches, des minéraux que cette eau rencontre. Donc, la zone critique, c'est une première définition, c'est cette zone qui est à l'interception entre le cycle de l'eau, qui est alimenté par l'énergie solaire, et la lithosphère, dont l'origine, bien entendu, est l'énergie interne de la Terre. Et on peut la définir comme cette zone poreuse à la surface des continents. Et pourquoi est-elle poreuse ? Eh bien, elle est poreuse parce qu'elle a perdu des cations. Donc les cations, pour les non-chimistes, ce sont ces éléments chimiques qui sont solubles, c'est-à-dire qui aiment l'eau, et qui vont s'échanger, d'une certaine manière, avec les protons de l'acide carbonique. Cette réaction a été décrite il y a très longtemps, au XIXe siècle. Et pour illustrer mon propos, je vous montre une des carrières sur laquelle nous travaillons sur l'île de la Guadeloupe. Et dans cette carrière, où je vous reviendrai tout à l'heure sur ce profil non pas de sol, mais de zone critique, vous verrez, je n'utiliserai pas le mot sol, qui est très ambigu, mais le mot de zone critique. On a isolé ici une bombe volcanique qui s'est formée il y a probablement 800 000 ans et qui est en train de s'altérer. C'est-à-dire qu'on voit à l'échelle de cette bombe volcanique le processus que je décris à l'échelle de la planète Terre, qui est que si vous prenez par exemple la composition chimique de l'andésite et que vous la comparez à cette pellicule externe qui a été altérée, c'est-à-dire qui a vu l'action de l'eau et du CO2, vous constatez que le calcium, qui est un des cations basiques des roches, a disparu. Et vous constatez bien sûr en bilan que l'aluminium a augmenté, car l'aluminium est un élément qui n'aime pas l'eau. Donc c'est un simple effet de bilan de masse que vous concentrez les éléments les moins solubles dans la partie résiduelle. Et bien sûr, la porosité passe de 1% dans la roche-mère à
10% dans la pellicule altérée. Il y a donc une perte de masse, c'est la définition de l'altération chimique, et c'est la raison pour laquelle la pellicule la plus externe de la Terre est poreuse. Et cette réaction a été décrite initialement par un Français du nom de Jacques Ebelmen en 1845, un héritier de Lavoisier, qui avait décrit cette immense réaction comme finalement une réaction de neutralisation dans laquelle les roches, l'eau et le CO2 réagissent pour donner des sels et des ions, HCO3- en l'occurrence, et un résidu solide. C'est la différence avec la réaction acide-base que vous avez sans doute appris à l'école. Et effectivement, lorsque l'on regarde la composition chimique des rivières, on constate que l'anion, c'est-à-dire l'ion négatif qui neutralise l'ensemble des charges positives des cations, c'est l'ion HCO3-. Il ne vient pas de la roche. Il y a du carbone, bien sûr, dans les basaltes. Tout le monde le sait dans cette maison, mais beaucoup trop peu pour expliquer l'abondance de cet ion bicarbonate dans une rivière. Donc une rivière transporte du carbone qui vient de l'atmosphère. Donc la zone critique, c'est cette pellicule à la surface de la Terre qui est donc complexe parce qu'elle est équilibrée entre des processus de formation, ici dénotés P, et des processus de destruction. Et il y a deux modes de destruction de la zone critique. Ce qui part sous forme dissous, c'est l'origine de la porosité, c'est mon terme W ici, et ce qui part sous forme solide, c'est le terme E, c'est l'érosion, qui est la discipline dont la géomorphologie a fait son étude. Et bien sûr, la hauteur ou l'équilibre stationnaire de cette zone critique dépend d'une équation très simple ici, de bilan de masse. Okay, et donc si on est à l'état stationnaire, cette zone critique garde une épaisseur constante et ne fait que se déplacer relativement à la surface de la Terre. D'où l'expression de la zone critique, le tapis roulant de la zone critique, qui est à l'interaction entre des gaz de l'eau qui descendent verticalement et des minéraux qui relativement remontent. Donc on a presque tout dit lorsque l'on a dit ça, sauf que l'altération des minéraux, du point de vue de la chimie, est quelque chose qui est lent, très lent. Et cette expérience est tout à fait classique, où l'on montre la vitesse de dissolution d'un minéral d'1 millimètre. Le temps est ici. Ici, c'est un axe qui n'est rien, c'est la liste des différents minéraux, mais qui montre que les vitesses caractéristiques de dissolution des minéraux sur notre planète sont très variables. Ils vont de la dizaine à la centaine de millions d'années jusqu'à quelques minutes dans le cas de la calcite. Si on mettait un grain de calcite ici dans un bécher, il se dissolverait au cours de cette conférence, mais un grain de quartz sur une plage, lui, survit au cycle de la tectonique des plaques. Donc une des difficultés de l'étude de la zone critique, c'est ces couplages entre des échelles de temps qui sont très variables, et en particulier la vie qui joue un rôle très important dans la production des acides, je vais vous le montrer évidemment tout à l'heure, la vie a des constantes de temps qui sont très courtes. Donc on est à étudier un système dont les constantes de temps vont être très variables de la seconde jusqu'à quasiment aux millions d'années, ce qui rend l'étude de cette zone compliquée. Non pas compliquée sur le principe, on est capable d'écrire des modèles dans lesquels le temps et de résoudre des équations différentielles dans lesquelles le temps est une variable. Mais ce qui rend l'étude de la zone critique compliquée, c'est qu'elle va associer des disciplines dont les raisonnements et dont les habitudes sont à ces échelles de temps, et des disciplines comme la géologie, dont les échelles de temps sont beaucoup plus longues. Pour faire un sol, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le temps de résidence moyen d'un sol, c'est 100 000 ans. Ça veut dire que dès lors que ce sol se forme, le temps caractéristique de résidence des matériaux dans ce sol, c'est 100 000 ans, ce qui, pour des implications sociétales et humaines, est un petit peu embêtant. Bien, donc la zone critique, c'est cet endroit de rencontre, finalement, entre un flux d'énergie qui est énergie cosmique, solaire essentiellement, qui organise la circulation de l'eau, qui organise la biomasse à la surface, qui produit le gaz carbonique, et une énergie interne, bien sûr, la convection ici est représentée sur ce petit timbre, qui amène le matériel à la surface, via le plift, via la tectonique. Donc la zone critique, c'est réellement cette zone, c'est ma perception en tout cas, à l'interface de conflits, on pourrait dire, entre un flux d'énergie cosmique et un flux d'énergie interne. Et je vous donne maintenant la définition officielle qui nous vient du National Research Council des États-Unis en 2001. Vous pouvez le lire, donc c'est la zone de surface, de sursurface, where water, rock, air and life meet in a dynamic interplay that sculpts landscapes, generates soils and builds the foundation for Earth's terrestrial ecosystem.
ou en cours, une expression que l'on doit à Susan Brantley, que j'aime beaucoup, c'est « between the rock and the sky », tout ce qui est contenu entre la roche et le ciel, et ce n'est pas dit dans cette citation, mais tout ça est interconnecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler un des compartiments pour l'étudier seul, il dépend de tous les autres. On a un problème de représentation que vous vous posez tous en ce moment en m'écoutant, mais ok, mais il arrête tout sa zone critique vers le bas et il arrête tout vers le haut sa zone critique. Au passage, il arrête tout latéralement. Je sais que cette discussion va être une discussion intéressante à l'IPG. Avec Alexandra Arène, une architecte du paysage, et Bruno Latour, nous avons publié un article l'année dernière dans lequel nous avons approfondi cette question de la représentation de la zone critique, qui n'est pas simplement un problème graphique ou superficiel, qui est un problème très profond. Quand on parle de la zone critique à des gens qui ne savent pas ce que c'est, en gros, ils ne comprennent pas. Et Bruno avait alerté mon attention sur le fait que ce diagramme, c'est celui-là, Bruno, est horrible et incompréhensible. Pour le grand public, bien entendu, probablement pas pour le public initié de l'IPG. Dans cette représentation ici de la Terre classique, que je ne vais quand même pas faire l'insulte de vous expliquer, la zone critique n'est même pas représentable. Elle n'est même pas dans le trait le plus externe de ce globe. Donc, Alexandra a imaginé, selon des techniques architecturales, de retourner la Terre, comme on retourne un gant, et de donner à l'atmosphère, ou à la biomasse, le rôle central. Et donc ici, vous avez inversé toutes les couches du globe qui donnent naissance à un nouveau globe, mais à l'intérieur duquel la zone critique est. Et donc vous avez la zone critique, le sol superficiel, c'est-à-dire riche en matière organique, la zone poreuse altérée que les géologues appellent le régolithe, éventuellement la croûte continentale, et le manteau et le noyau qui étaient centraux deviennent périphérique dans cette représentation. Ce qui est agréable avec cette représentation, c'est qu'elle permet de montrer que l'énergie pénètre dans le système ici, ou la plus grande partie de l'énergie pénètre dans le système ici, et est animée de spirales qui sont en fait les cycles biogéochimiques qui animent les atomes et les molécules orchestrés ou implémentés, énergisés par l'énergie solaire. Cette représentation, cette notion de zone critique, historiquement, c'est juste intransparent car il y a beaucoup à dire là-dessus, a été plus ou moins énoncée dans le concept de biosphère par Vernadsky en 1929, un concept qui a été très mal popularisé dans le monde anglo-saxon, car les livres de Vernadsky, en particulier le livre qui s'appelle La géochimie, 1920, n'a pas été traduit en anglais. Et à cause des problèmes de la guerre froide, n'a pas pénétré dans la culture scientifique anglo-saxonne. La biosphère, comme Vernadsky l'a définie, est exactement cette zone de la planète qui est influencée par l'énergie solaire, transformée par l'influence de l'énergie solaire. On peut aussi mentionner le concept d'écosystème, qui vient beaucoup plus tard dans l'histoire, en 1935, qui historiquement est assez proche du concept de la zone critique, mais qui a été utilisé par les écologistes. Et puis enfin, hier nous avons eu un très bel exposé de Sébastien Dutreuil sur Gaïa. C'est assez proche aussi des réflexions sur Gaïa, puisque Gaïa, l'hypothèse Gaïa dit que la vie s'organise pour se maintenir à la surface de la Terre. Évidemment, la pellicule dans laquelle la vie s'organise et régule, c'est la zone critique. Je vous renvoie à l'article dans Science de Lenton et Latour qui a été publié cet été, qui s'appelle Gaïa version 2. Alors, pourquoi la zone critique est si critique ? Je vais aller rapidement. C'est une des interfaces de notre planète. Et elle est très importante pour la régulation de la planète parce que c'est là que s'initient un certain nombre de grands cycles, et en particulier le cycle du carbone. C'est deux choses assez classiques que je rappelle ici. L'altération des silicates sur la Terre de calcium par le gaz carbonique de l'atmosphère, mais vous m'avez compris, des sols, permet la solubilisation du calcium et la formation d'HCO3-, qui, lorsqu'ils arrivent à l'océan, à une échelle de temps suffisamment longue pour que ce cycle puisse se faire, conduisent à la précipitation de carbonate de calcium. 2 moles sont consommés ici, 1 mole est libérée, ce qui fait que ce cycle est une manière nette dont dispose la planète de séquestrer du gaz carbonique. Et
au cours des temps géologiques. C'est constitué le plus gros réservoir de carbone à la surface de la Terre, qui sont les carbonates, dans cette réaction que l'on connaît sous la forme de réaction de Urey, puisque Urey l'a décrite dans son livre qui s'appelle Les planètes en 1951, ou l'habitabilité des planètes. Mais j'aimerais qu'on l'appelle cette fois la Urey-Ebelman réaction pour rendre hommage à son inventeur. Et je compléterai en disant que ce n'est pas tout à fait vrai. La Terre ne prend pas du silicate de calcium, prend du CO2 de l'atmosphère pour fabriquer du carbonate de calcium et rejeter ce rejet qu'est l'oxyde de silicium, la silice dissoute. Elle fabrique des phases secondaires parce que l'aluminium, qui est un des constituants majoritaires de la croûte continentale, n'est pas soluble. D'accord ? Donc s'il n'y avait pas d'aluminium sur la planète, si la planète n'était pas... si la croûte continentale n'avait pas accumulé de l'aluminium au cours de son extraction au cours des temps géologiques, nous n'aurions pas de zone critique sur la Terre. Donc elle est critique, cette zone, parce que c'est une des interfaces de la Terre, c'est clair. Et elle est importante pour la régulation à long terme du climat, elle est importante pour la composition de l'eau. Une eau acquiert sa composition dans la zone critique. Donc comprendre la zone critique, c'est commencer à essayer de comprendre pourquoi une eau a la composition chimique qu'elle a. Elle est importante dans l'évolution des paysages, car l'évolution des paysages est déterminée à la fois par la tectonique, mais évidemment aussi par l'érosion. Et puis, bien sûr, n'oublions jamais que le point de départ des chaînes alimentaires, c'est l'altération des roches. Et le meilleur exemple, c'est le phosphore. La seule source de phosphore sur cette planète, c'est l'altération des minéraux, et en particulier d'un minéral concentré dans la croûte continentale, qui est l'apatite. Le phosphore est nécessaire à la vie, est un des constituants, en particulier de l'ADN et de l'ATP, qui fournit l'énergie, en tout cas aux êtres hétérotrophes. Elle n'est pas critique que pour des raisons scientifiques, elle est aussi critique, académique, elle est aussi critique parce que c'est l'habitat de l'homme. En fait, nous n'habitons pas le globe, nous habitons une fine pellicule à la surface de ce globe, nous et la vie, bien sûr, et c'est une raison largement suffisante, pour laquelle il est important de s'occuper de cette zone, et que donc elle est critique. Je ne vais pas passer longtemps pour vous essayer de vous persuader que de s'occuper de cette zone est importante. Regardez la quantité d'eau que nous prélevons, et mon graphe nécessiterait d'être mis à jour. En 2020, nous prélevons à peu près 40-50% de l'eau, du cycle de l'eau. Ce qui signifie que si vous doublez la population de la Terre et que vous ne faites pas attention, eh bien 100% de l'eau, du cycle de l'eau, sera interceptée par l'homme. C'est des chiffres qui sont très importants à considérer. Nous en consommons à peu près la moitié. Et quand on regarde par exemple le déplacement de la matière à la surface de la Terre, l'homme est responsable à multiplier par 4 à 5 le flux de matière qui est globalement emporté par les vents, par les fleuves, de manière préanthropique. Donc ce n'est pas des petites actions. Et l'homme a une action significative sur la zone critique. Nous sommes dans l'Anthropocène, et cette zone est une zone dont il faut s'occuper. Quelques images qui se veuillent un peu alarmantes, bien sûr, sur la destruction des sols, alors qu'il faut 100 000 ans pour faire un sol, il suffit d'une dizaine ou une centaine d'années pour les détruire. Nous introduisons dans le sol des molécules qui vont y rester pour longtemps, et en particulier migrer dans l'eau que nous consommons. Je pense également aux nanoparticules, qui sont un sujet d'étude à l'IPG. Et puis nous avons urbanisé la planète. L'humanité vit dans les villes essentiellement, et qui sont des zones très imperméables. Donc on rompt le fonctionnement normal de cette zone. Et malgré ces grandes questions, nous sommes toujours assez impuissants à comprendre et à modéliser l'évolution de la zone critique, et donc à comprendre comment cette zone va réagir à l'Anthropocène. Une des difficultés, je vous l'ai dit, et elle est vraiment importante, c'est que c'est une zone qui est étudiée par des tas de communautés très différentes. Vous vous intéressez à la zone critique si vous êtes géologue. Vous vous intéressez à la zone critique si vous êtes hydrogéologue. Si vous êtes hydrologue. Et quand vous avez fait des études d'hydrologie, vous n'avez pas fait d'études de géologie, ou pas forcément fait d'études de géologie. Bien entendu, elle intéresse les écologues, les microbiologistes. Et là aussi, les mêmes problèmes de langage scientifique entre des communautés qui, comme Molière et la prose, ne savent même pas qu'ils travaillent sur le même objet. Donc le concept de zone critique a cela de positif qu'il essaye de remettre ensemble des disciplines qui ont été par trop séparées dans l'histoire et la spécialisation.
Tous se retrouvent autour d'une question unique, que j'aime beaucoup ce terme de Earthcast, on le doit à Susan Brantley, qui va venir nous visiter d'ailleurs ce printemps, dans le cycle prochain des invitations de l'IPG. Je le signale car c'est un moment important pour nous. Earthcast, comme on dit, forecast, Earthcast, prévoir la Terre. Donc la question d'ensemble sous laquelle toutes les disciplines peuvent se retrouver, c'est comment pouvons-nous prévoir l'évolution de cette zone soumise à des perturbations humaines ou non humaines, d'amplitude variable et de fréquence variable. Il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est très développé en particulier en face de la rue par nos collègues de l'Université de Paris 6, qui est la notion de métabolisme territorial. En gros, sommes-nous capables de comprendre comment cette chose unique qu'est la zone critique, considérée de manière intégrée, holistique, répond comme un être vivant répondrait. Alors, je vais vous prendre quelques exemples de ce que moi je pense être de la zone critique. Bien entendu, ce sont des exemples de la maison. Bien entendu, ce sont des exemples de mon équipe. J'aurais pu vous faire une review de la littérature, de où on en est, mais je ne voulais pas le faire. Je vous renvoie aux sessions spécialisées dans les meetings ou les papiers. Donc, je suis un potamologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à l'étude de la zone critique via l'étude des rivières. Les rivières ont cela de positif qu'elles intègrent en fait la zone critique et nous renseignent sur l'ensemble des processus très couplés à l'intérieur de la zone critique. Alors, on pourrait explorer, par exemple, pour l'altération, l'ensemble des paramètres qui jouent sur l'altération, la nature des roches, le temps de résidence, des matériaux dans la zone critique, l'érosion physique, le climat, etc. Je ne vais pas le faire systématiquement, mais je vais vous prendre 3 exemples. Et le premier exemple que je veux prendre, c'est l'interaction entre les roches et la végétation et les perspectives que ça a pour le changement climatique. Ce travail a été fait par Damien Calmels, qui est dans la salle, lors de sa thèse, et ça a donné naissance à plusieurs publications, dont celle-ci. Nous avons travaillé dans une belle région, qui est le Jura, dans l'est de la France, dans laquelle, du point de vue de la zone critique, c'est très intéressant, car c'est essentiellement carbonaté, donc le type de roche est constant, ce sont des carbonates, mais il y a un gradient climatique considérable entre les plaines, ici, bourguignonne et bressane, avec des altitudes de 200 mètres, une température moyenne de 12 degrés, jusqu'au sommet du Haut-Jura et du Haut-Doubs, qui sont connus pour être des environnements polaires, arctiques, où la température moyenne est de 5 degrés. Vous ne vous baignez pas dans la source du Doubs, elle est à 5 degrés quasiment toute l'année, alors qu'elle est à 1000 mètres d'altitude. Il y a des raisons géologiques à ce microclimat, mais c'est intéressant pour nous qui voulons étudier le long de gradients comment l'altération des roches réagit. Nous sommes allés échantillonner des rivières le long de ces gradients dans lesquels je ne rentre pas. Alors on peut, d'un point de vue thermodynamique, car si vous avez bien vu mon diagramme de tout à l'heure, la calcite est un minéral, le carbonate est un minéral qui se dissout très vite, on peut prédire quelle va être la concentration au calcium en fonction de paramètres tels que la température ou la pression partielle de CO2, autrement dit la quantité de CO2 dans le sol. C'est assez simple, on donne ça à faire à nos étudiants de première ou de deuxième année. C'est de la thermodynamique, c'est par conséquent simple. Donc ce terme ici est un terme qui dépend de la température, c'est les constantes d'équilibre. Avec l'originalité, vous savez ça peut-être dans le système des carbonates, c'est que plus il fait froid, plus on dissout du gaz carbonique dans l'eau. Donc une eau froide est une eau plus agressive qu'une eau chaude. Et on s'adonne dans ce diagramme concentration en calcium, donc altitude ou température, ces courbes théoriques à différentes paramétrées ici pour la pression partielle de CO2. C'est 1,5, c'est 10 puissance moins 1,5 atmosphère. Peu importe, vous attendez des relations positives avec la température et les données que nous avons mesurées avec Damien dans sa thèse montrent exactement le contraire. C'est-à-dire que les concentrations en calcium diminuent à mesure que vous montez en altitude le long de ce gradient quelque chose, éco-géo, ce gradient de zone critique. Donc vous voyez que de toute évidence, la température ne suffit pas à expliquer les données et que donc la solution du problème réside dans ce terme-là. D'où notre collaboration avec des écologistes qui développent des modèles écologiques. C'est quoi globalement un modèle écologique ? C'est un modèle qui prévoit la photosynthèse, c'est-à-dire la captation d'énergie lumineuse ici pour fabriquer de la matière organique, sa dégradation dans le sol qui génère le gaz carbonique et qui obéit à des tas de paramètres très compliqués. Faire tourner un modèle écologique oblige à avoir des données quasi toutes les minutes de la vitesse du vent, de la température, de l'humidité du sol, etc. C'est là où vous prenez un petit peu peur, quand vous faites de la géochimie comme moi j'avais l'habitude de la faire, de la nécessité d'incorporer des données avec des
des pas de temps qui sont très courtes, parce que nous sommes dans ces couplages d'échelle de temps. Le modèle contient un module hydrologique, dont je vous donne ici juste la raison d'exister. C'est qu'un sol qui ne contient pas d'eau, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas plu avant, est un sol qui va laisser échapper le gaz carbonique, alors qu'un sol qui est saturé d'eau est un sol qui permet la dissolution du gaz carbonique, donc qui initie l'altération des roches que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais passer assez vite sur les résultats de ce modèle, mais on l'a fait tourner dans 2 stations météorologiques qui sont Besançon et Pontarlier, pour ceux qui connaissent ces 2 ports de pêche. Besançon, c'est chaud, Pontarlier, c'est froid, et on a des chroniques météo sur l'année 2001 qui nous permettent de prédire quelle va être la GPP, c'est-à-dire la Gross Primary Production, c'est-à-dire la fixation énergétique de CO2 de l'atmosphère par les végétaux. Ici, c'est 0 parce que l'hiver, les feuilles tombent dans les forêts décidues et donc il ne se passe rien, mais par contre, la plante respire, donc elle produit du CO2. Donc un écosystème décidu, qui perd ses feuilles, produit du CO2 en hiver, alors qu'un écosystème de conifères, comme c'est le cas en montagne, lui, émet du CO2 toute l'année, car il y a des aiguilles toute l'année. D'accord ? Bon, c'est des petites différences un peu anecdotiques. Ce qui est important ici, c'est qu'on est capable de prédire tous les termes du bilan de masse que je vous ai montré tout à l'heure, et donc de prédire la quantité de gaz carbonique qui sera libérée dans les sols de ces 2 écosystèmes très différents, ici typiquement les forêts de plaine et ici typiquement les forêts d'altitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'évidemment ça va varier d'un jour à l'autre, ça va varier d'une averse à l'autre, c'est un truc qui est très compliqué. Mais si vous prenez la moyenne ici de la pression partielle de CO2, ici et là, vous voyez qu'elle est nettement différente. En l'occurrence, elle est plus élevée dans les plaines qu'elle ne l'est dans les montagnes. Donc le take-home message ici, c'est de comprendre qu'un écosystème de plaine, forêt décidue, température élevée, globalement, est plus productif en termes de gaz carbonique dans les sols que l'écosystème de montagne. L'écosystème de montagne est un petit peu écureuil, c'est-à-dire que le peu de matière organique qu'il arrive à fabriquer, il le retient. Et on arrive ainsi à expliquer la pente des données que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire que selon ce modèle, simple, le modèle n'est pas simple, mais les résultats du modèle sont simples à comprendre, la pression partielle de CO2 dans les sols est le paramètre qui nous permet d'expliquer ce gradient de composition chimique des rivières avec l'altitude, donc ce gradient de transformation roche-sol dans la chaîne du Jura. Et si on veut dresser des messages un peu plus généraux, les rivières enregistrent, donc dans ce cas très précis, l'interface, les feedbacks compliqués entre la végétation, donc ce que j'ai appelé ici des processus écologiques, car ce n'est pas que la végétation, c'est aussi les êtres vivants, bactéries et champignons qui décomposent cette matière organique, qui sont en fait les agents de production du CO2, et l'altération des roches, qui est un processus long terme. Donc quand on apprend dans les textbooks, oui, l'altération des roches ne joue pas sur les cycles du carbone, c'est faux. Et nous sommes en train de travailler en particulier avec des modélisateurs du climat du LSCE pour montrer l'hypothèse que l'augmentation du calcium dans les rivières du Jura que l'on observe dans les données des agences de l'eau depuis les années 80 est liée, ou en partie liée, au changement de composition de l'atmosphère. Plus de CO2 induit plus de productivité biologique des arbres, c'est connu, les forestiers le savent, et donc plus de genèse de gaz carbonique dans les sols, parce qu'aussi, en particulier, le climat se réchauffe, et le Jurassien que je suis peut vous assurer que oui, le climat se réchauffe dans le Jura, on ne fait plus de luge à Noël dans le Jura. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est le couplage entre l'érosion physique et l'érosion chimique. C'est un grand thème de la géomorphologie, je dirais même c'est un grand thème des sciences de la Terre qui fait couler beaucoup d'encre et qui crée beaucoup de sessions dans les meetings. Quand vous regardez la vitesse à laquelle les silicates s'altèrent sur la Terre, c'est des études qu'en particulier j'avais fait il y a longtemps sur les grands fleuves de la planète, avec Bernard, Dupré, Claude Allègre, effectivement, comme le mentionnait tout à l'heure Marc. Quand on regarde, en se basant sur les grandes rivières, la vitesse d'altération des silicates, donc ma fameuse réaction de tout à l'heure, eh bien, on voit que la meilleure des corrélations, ce n'est pas avec la température, en fait, c'est avec l'érosion physique, c'est-à-dire ce paramètre grand E, où la somme W sur E, c'est-à-dire la dénudation, c'est-à-dire la perte de masse. Donc, en gros, plus le système perd de la masse, plus c'est efficace du point de vue de l'altération, et donc plus ça consomme de gaz carbonique.
Et les géomorphologues, puis ensuite les géochimistes, ont opposé deux régimes d'altération très différents sur la Terre, qui sont le régime d'altération, je vais le dire en anglais parce que je ne vais pas le dire en français, supply limited. Ça veut dire que vous êtes limité par la quantité de matière qui arrive ici. Autrement dit, l'altération chimique est importante par rapport au total. Donc c'est un rapport W sur D qui est élevé. Et un régime qui est très différent, qui se produit en particulier dans les chaînes de montagnes, l'Himalaya. Les collègues de Nancy, Christian, etc. ont beaucoup travaillé sur ces régimes-là typiques, où vous avez très peu de sol, une altération qui est dominée par des processus physiques et dans lequel l'altération chimique est petite. Pourquoi elle est petite? Parce que ça n'a pas le temps de s'altérer. Et ici, par contre, le matériel réside longtemps dans le sol, il a tout à fait le temps de s'altérer. Donc cette notion de régime d'altération est très importante en géomorphologie et en géochimie parce qu'elle détermine d'une certaine manière la force du feedback dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette aptitude des silicates à consommer le gaz carbonique de l'atmosphère. Et savoir comment dans l'histoire de la Terre ou dans l'histoire de n'importe quelle planète ce feedback a varié en fonction des conditions environnementales, c'est très important. Ces deux régimes, je précise un tout petit peu, opposent des régions du globe qui sont caractérisées par des taux d'érosion physique très forts. Voici ici le Changyang pris à la sortie du plateau tibétain, à la Syntaxe, et voici le Congo, sur lequel j'ai commencé il y a pas mal d'années, qui est une rivière très plate, qui transporte essentiellement des choses sous la forme dissoute. Rien à voir. D'accord ? Donc des régimes d'altération très différents. Nous avons utilisé les isotopes du lithium. Il fallait quand même que je montre quelques isotopes aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça n'a rien de compliqué. Donc le lithium a deux isotopes, le 6 et le 7. Que dire ? On sait les mesurer très précisément, car on sait toujours mesurer les isotopes très précisément. Ils ont une affinité, le lithium a une affinité à la fois pour la phase dissoute et à la fois pour les solides résiduels des sols. Donc c'est un élément intéressant parce qu'ils se partagent entre les deux phases. Et en plus de ça, les lithium 6 et le lithium 7 ne se partagent pas de la même manière. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un fractionnement isotopique. Donc on recherche dans la nature ces fractionnements isotopiques parce qu'ils nous donnent des indications sur ces processus de néoformation, c'est-à-dire de fabrication d'argile. Par exemple, Julien, dans son papier dans son papier de 2013, a formalisé un certain nombre de cas en les modélisant pour montrer qu'on pouvait ici prévoir la composition isotopique du lithium en fonction de la fraction restante en solution, c'est-à-dire en fonction de la quantité de lithium qui n'était pas réincorporée. C'est des choses classiques des textbooks de géochimie. Et montre par exemple ici que la composition isotopique de la rivière doit évoluer significativement en fonction de cette fraction ici. En gros, tout est dissous ici, en gros, tout est particulaire ici. Bien entendu, je dois retrouver la roche-mère ici dans la contribution du particulaire, et je dois retrouver la roche-mère ici dans la composition du dissous. Entre les deux, et c'est ces cas-là qui nous intéressent, j'ai des fractionnements isotopiques du lithium exprimés. Donc on a testé ça sur l'Amazone. Voici le bassin amazonien. On aime beaucoup l'Amazone dans cette maison. C'est un des fleuves, d'abord c'est le fleuve qui a la composition chimique moyenne de toutes les rivières du monde, et puis c'est un des fleuves qui a des environnements très différents, dans lesquels il y a justement du weathering limited et du supply limited. Et voilà ce que donnent les résultats. Donc ça, c'est la thèse de Mathieu Délinger, une très jolie thèse et des très jolis papiers qui ont suivi, qui ont montré que, eh bien, effectivement, il y a d'énormes variations isotopiques du lithium selon les rivières du bassin amazonien que l'on étudie. Je vous donne ici l'ordre de grandeur. La précision analytique, c'est 0,3 pour 1000. Donc quand vous mesurez 30 pour 1000, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je ne rentre pas dans les détails de où sont les rivières qui donnent tel ou tel résultat, mais ce qui est sympathique, c'est que les rivières, là c'est un très bel exemple de données naturelles qui correspondent à une modélisation que nous avions faite avant. On voit très bien que quand on reporte la composition isotopique du lithium, corrigée de celle des roches, je passe sur les détails, en fonction de la fraction de lithium restante, on a effectivement les tendances prédites par des modèles assez simples, soit de batch, soit de relais. On voit en outre que l'on a deux tendances qui correspondent à deux environnements très différents, les plaines d'inondation et les hill slopes, les pentes, les régions de moyenne pente. Et in fine, nous avons montré dans la thèse de Mathieu cette fameuse relation qui est maintenant connue comme la relation en boomerang ou le croissant de Paris, c'est comme ça qu'on se moque de nous maintenant dans les congrès, the famous Paris croissant, qui est là, qui montre que la composition isotopique du lithium
est fonction de ce paramètre W sur D. Donc, un rapport isotopique qui nous renseigne sur un paramètre essentiel, physique, de contrôle de fonctionnement de la zone critique. C'est j'estime, un très beau résultat. Donc, entre des régimes qui sont comme ceux-là et des régimes qui sont comme ceux-là, la composition isotopique du lithium exprimé n'est pas la même dans les rivières. On pourra revenir là-dessus si vous avez des idées. Donc, le message à prendre ici, c'est que les isotopes sont un des meilleurs moyens pour inférer les processus à l'œuvre qui sont complexes parce qu'ils coupent des tas de choses. Je vous ai dit que le lithium était partitionné entre les solides et le dissous. Bien sûr, derrière, il y a des tas de choses dont je n'ai pas parlé. L'importance des racines, l'importance des micro-organismes, l'importance de l'hydrologie, etc. Mais le lithium est là, the probe, la sonde qui nous permet de remonter à ces réactions-là. Et donc, en particulier, dans le cas du lithium, beaucoup d'études sont en train d'être menées là-dessus, dans la suite de ces travaux, sur la force du feedback, c'est-à-dire la force, la capacité, d'une certaine manière, d'une planète à pomper son gaz carbonique dans l'atmosphère, et donc ça a des conséquences sur l'habitabilité de la planète. On connaît maintenant bien l'évolution du lithium, des isotopes du lithium dans l'océan. On commence à avoir une courbe de l'évolution des isotopes du lithium au cours des temps géologiques. Et bien entendu, la connaissance des processus actuels est importante pour remonter dans le passé, comment la force de ce feedback, de l'altération, a évolué. Dernier exemple que je voudrais prendre sont deux exemples, une série d'exemples montrant l'importance du lien entre le relief, l'hydrologie et la chimie et des rivières. Et je prendrai d'abord ce petit exemple parce que je l'aime beaucoup. C'est la thèse de Jean Marcet. Jean Marcet nous a rejoint il y a quelque temps. C'est le postdoc embauché par Lou Derry dans son programme Make Our Planet Great Again. Jean a fait sa thèse à Rennes, dans l'équipe de géosciences, et a montré que dans ce petit bassin breton, dans lequel il y a fondamentalement une différence géologique entre des granites et des schistes, j'ai dit des bêtises, mais qui crée, du point de vue du relief, un nick point, c'est-à-dire une différence de relief notable. Jean a montré, en particulier en mesurant les temps de résidence de l'eau grâce au CFC, donc dans l'atmosphère il y a des CFC, et en gros en mesurant la teneur en CFC d'une eau profonde, on est capable de dire quand cette eau s'est rechargée et a pénétré dans la zone critique. On voit quelque chose d'ailleurs très impressionnant, donc c'est un réseau de puits ici dans lesquels Jean a mesuré les CFC, que c'est très variable spatialement et que donc il y a des chemins préférentiels et que l'eau ne se distribue pas de manière homogène dans un bassin versant. C'est très étonnant cette diversité des temps de résidence. Rouge c'est 100 ans et bleu c'est quelques années. Très très variable, même à l'échelle de quelques kilomètres. Et Jean est arrivé à, couplant cela avec des modèles hydrologiques, à montrer que l'influence première sur les temps de résidence, c'était la topographie. Et la topographie, elle est influencée par la géologie. Bien sûr, l'hydrologie intervient, la météorologie intervient, la quantité d'eau qui tombe là intervient, mais en particulier dans les plaines, c'est un contrôle topographique, ça veut dire géologique. On est là au cœur de ce qui fait l'originalité de la zone critique, c'est qu'elle couple des disciplines qui, d'habitude, n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Je prends un dernier exemple pour rendre hommage à tout le travail qui est fait, en particulier grâce à Éric Lajeunesse sur l'Observatoire Obsera. La thèse de Guérin a montré, Adrien, a montré que il y avait un petit observatoire, un petit ruisseau dans le cadre de l'Observatoire Obsera aux Antilles qui est très, très intéressant, qui est la rivière Kioc, dans laquelle l'équipe d'Éric, de François et d'Olivier font des manips analogiques pour essayer de comprendre des choses très basiques, mais qu'ils n'ont toujours pas comprises, comment le niveau des nappes réagit en particulier à un forçage de précipitation. Pour notre part, c'est une collaboration avec l'Université de Texas et Penn State. Nous avons mené des analyses chimiques le long de cette petite ravine, qui est toute petite, vous la parcourez à pied en une demi-heure, qui est toute petite, mais qui est caractérisée, elle aussi, par un nick point, c'est-à-dire un point d'inflexion dans le profil topographique. Voici ici le profil topographique, donc ça c'est la source, et ça c'est l'embouchure de la rivière dans Bras-David, qui est la rivière qui vient après, la rivière d'ordre supérieur. Donc normalement, on apprend ça à l'école, un profil de rivière c'est parabolique, je crois, pas dire de bêtises, je vois François qui va... mais là, ce n'est pas le cas. Donc on a une rupture de pente à un moment, ce qui signifie qu'il y a quelque chose ici
qui se passe, et ce quelque chose est assez bien décrit dans un certain nombre de littératures sur la tectonique, c'est que cette île de basse-terre subit des shifts, bien sûr, et le profil des rivières passe son temps à s'adapter à des variations de grande ampleur de la tectonique. Et quand on regarde par exemple le pH passe vers la source de 5, ce qui est très acide pour une rivière, à des pH de 6, 5, 7 à l'embouchure. Et plus intéressant, quand vous regardez des rapports isotopiques que l'on aime bien, parce qu'on sait ce qu'ils nous racontent, ils varient également le long de ce profil. Ici, c'est près de la source, et ici, c'est à l'embouchure. Et vous voyez que les isotopes du strontium, qui sont un traceur de source, en gros, il y a du strontium qui vient de la pluie ou il y a du strontium qui vient des roches. Et il n'a pas du tout la même composition isotopique. Et le rapport isotopique de l'uranium, qui lui est un indicateur du temps de résidence, eh bien ces deux sont couplés. Autrement dit, plus le temps est long, plus le strontium de ma rivière, qui évolue le long de ce gradient, vient des roches. Donc c'est très intéressant et ça vous montre ce couplage entre l'interaction aux roches, typique, la formation du sol, et quoi ? Et l'hydrologie, c'est-à-dire le fonctionnement hydrologique du système. Et mieux que ça, nous sommes en train de développer un modèle hydrologique contraint en particulier par des données de géophysique. Donc je suis assez fier de vous montrer aujourd'hui un diagramme, un slide dans lequel il y a un diagramme de géochimie et des profils de sismologie, pas tous les jours, où l'on voit les ondes P, les ondes S et le coefficient de Poisson. Ceci a été mesuré sur le terrain par Jordan Hayes, qui est à Dickinson College, interprété par elle et par Sylvain Pasquet, postdoc au laboratoire dans le cadre d'Oscar, où l'on voit ici quelque chose, effectivement, à 40 mètres. Et c'est une différence de vitesse sismique qui montre un gradient très clair ici, à 40 mètres. Et le coefficient de Poisson nous indique qu'il y a également des variations du contenu en eau. Donc la combinaison de toutes ces informations, géophysiques, géochimiques et des modèles hydrologiques, va nous permettre de comprendre comment se fait l'interaction entre la formation des sols et le fonctionnement hydrologique dans ce bassin. Et là, j'ai compris ce jour-là pourquoi j'avais fait de la géochimie à l'école. Et j'avais eu raison, parce que c'est quand même beaucoup plus tranquille, la géochimie, que la géophysique. Bien, donc, je termine mon exposé par 5 minutes sur pourquoi il est nécessaire de s'organiser ensemble sur l'observation de la zone critique et pourquoi ce concept de zone critique est, à mon avis, venu au bon moment pour fédérer les communautés. Donc, la notion clé qui est derrière, c'est la notion de Critical Zone Observatory, d'observatoire de la zone critique. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sites, c'est vraiment très local, instrumentés et dans lesquels on peut faire des observations à long terme. Ça vous a pas, je pense que j'ai réussi à vous faire passer ce message que la zone critique, on ne peut pas l'étudier en faisant un prélèvement un jour donné. Il faut des séries temporelles. C'est absolument indispensable. C'est un objet qui a des temporalités beaucoup trop variables pour être étudié comme on étudiait classiquement, en particulier dans mon laboratoire, les choses il y a encore une dizaine d'années. Nous avons besoin de hautes fréquences. Et plus ça va, et plus on s'aperçoit que nous avons besoin de hautes fréquences, y compris en géophysique d'ailleurs. C'est très important. Donc les observatoires de la zone critique sont des observatoires très instrumentés dans lesquels l'idée est d'attirer les scientifiques venant de disciplines très différentes, la géologie, l'écologie, land use bien entendu, pour travailler ensemble. Ça donne accès à des données à long terme et ça capture la variabilité naturelle qui dit quelque chose sur le système. Elles sont tous, ces observatoires, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, définis par une question très régionale, très locale. Ça rend leur intérêt très grand pour ceux qui s'intéressent aux interactions entre l'homme et la société. L'idée d'utiliser la nature comme un laboratoire naturel et d'explorer des gradients, exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le Jura. Et j'aime bien ce concept de space for time substitution, c'est-à-dire que, vous le voyez sur ce diagramme, imaginons que chaque cube est un bassin versant, je veux étudier l'effet du réchauffement climatique, je vais étudier à type de roche constant, par exemple, je montre, voilà, ici, l'effet du climat, en regardant comment ça se passe sur un bassin granitique tropical, genre
basse-terre, Porto Rico, et un bassin granitique de très haute montagne, où là, la biomasse, tous les paramètres sont extrêmement différents. Les États-Unis ont financé un grand programme NSF. 10 sites sont instrumentés et font du long terme, ce qui, du point de vue de la communauté scientifique américaine, est quelque chose d'inédit. Le mot d'observation aux États-Unis est une insulte. Vous ne vendez jamais un projet de recherche aux États-Unis en disant que vous allez faire de l'observation. Ça ne marche pas. Mais le grand succès de ce programme a été quand même que ça fait 10 ans que la NSF finance des études, bien sûr hypothesis-driven, comme on dit, c'est-à-dire destinées à tester des hypothèses scientifiques, mais sur un très grand nombre de sites, dont, chose intéressante pour la culture américaine, c'est que certains sont des sites highly managed, c'est-à-dire des sites où l'homme a considérablement perturbé le système. L'initiative française, dont je suis à l'origine, s'appelle OSCAR, demandez le programme, est une approche très différente. En France, nous avons énormément d'observatoires de la zone critique. Mais ce ne sont pas les observatoires de la zone critique à la façon NSF, qui a lancé un call compétitif. En France, on est obligé de composer avec un existant qui est riche et qui est interorganisme. C'est-à-dire que les observatoires de la zone critique ne sont pas simplement des observatoires qui ont été financés par le CNRS, comme Obsera par exemple, et l'IPG. Et ce sont aussi des observatoires qui ont été financés par l'Institut national agronomique, car bon nombre de nos bassins versants sont évidemment perturbés par une agriculture intensive, l'IRD qui a beaucoup investi dans des observatoires du Sud, en particulier en Afrique, IRSTEA, institut de, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qui va bientôt fusionner avec l'INRA, bonne nouvelle. Quel est le but d'OSCAR ? Le but, c'est de créer un réseau, une infrastructure nationale de recherche mettant ensemble tous ces observatoires de manière à ce que, premièrement, les gens commencent à se parler. Donc, on ne fait pas une infrastructure pour faire une infrastructure, on fait une infrastructure pour que des biens communs, comme je les ai appelés sur cette diapositive, apparaissent. Ça veut dire mettre ensemble des données. On a beaucoup de données, on a beaucoup de modèles, mais l'interfaçage entre les modèles et les données de la zone critique est très pauvre, en fait. Et ça affaiblit notre communauté, d'une certaine manière. Des plateformes de modélisation, bien entendu, venir avec des questions scientifiques communes, et chacun avec son instrument, et chacun gardant, évidemment, sa spécificité disciplinaire. Un géochimiste isotopique doit rester un géochimique isotopique et développer des mesures isotopiques extrêmement fines, mais dans la perspective de résoudre une question qui est plus globale et qui intéresse la communauté de la zone critique. C'est vraiment l'idée. Voilà. Alors, comment en France on va s'en sortir ? Je n'ai pas la réponse à la question, parce que c'est presque trop riche, mais l'idée vers laquelle nous convergeons, c'est de colocaliser des sites hydrologiques, géochimiques, géomorphologiques sur une région donnée. Le problème étant de définir qu'est-ce que c'est que cette région donnée. On vient dans une question très à la mode sur la question des territoires. Quel territoire de la zone critique étudier ? À quel territoire de la zone critique j'appartiens ? Et bien sûr, on fait une infrastructure pour qu'une infrastructure soit un instrument de recherche ouvert. Comme les océanographes ont des bateaux, comme les astronomes ont des télescopes, la communauté de la zone critique commence à avoir des infrastructures internationales dans lesquelles elle peut aller travailler. Donc n'importe qui a une question scientifique intéressante, relevante, un outil qui donne des informations pertinentes sur des processus, doit être capable d'aller travailler dans un des observatoires de la zone critique. Je vous renvoie à un papier que j'ai publié l'année dernière, enfin que nous avons publié, la communauté, définissant les grandes questions scientifiques de la zone critique. OSCAR s'organise dans une série de work packages, je ne détaille pas, je veux juste parler de l'Equipex-Critex, qui en fait était à l'origine de la nucléation de l'infrastructure, qui est portée par le CNRS, mais qui est gérée à l'IPG depuis maintenant plusieurs années. L'avenir d'OSCAR, c'est un avenir européen, car nous sommes avec le réseau des zones ateliers, qui est un réseau, je ne vais pas en parler ici, certains ont vu l'exposé de Vincent Bretagnol à la journée sur les politiques de la Terre de l'Université de Paris, qui est un réseau socio-écologique. L'idée étant de dire que les territoires, dans un continent comme l'Europe, évidemment, sont totalement déterminés par des trajectoires socio-économiques. Donc de prendre en compte cette information-là est absolument essentiel. Donc nous sommes embarqués ensemble dans un projet européen qui s'appelle
ELTER, qui est un projet d'infrastructure européenne, comme EPOS est un projet d'infrastructure européenne pour la géophysique. Bien, je passe sur Critex, je pense que vous en avez marre. Il y a un film sur Critex. Non, je peux même dire sur Critex, c'est que dans Critex, il y a beaucoup de géophysique. Et que donc j'invite vraiment beaucoup des collègues géophysiciens à s'intéresser à l'étude de la zone critique. On a fait un petit film que vous pouvez voir sur Internet, qui a été publié par le CNRS, qui a été fait par le CNRS, sur en particulier l'importance des mesures gravimétriques couplées à de la géochimie, par exemple, pour comprendre le fonctionnement de la zone critique. Bien, c'est ma dernière transparent sur cette citation romantique de Chateaubriand. Je pense qu'il y a 3 conclusions qu'on peut dégager. C'est que la zone critique, ce n'est pas un concept neuf, hein, en fait, c'est pas absolument pas, c'est pas un nouveau compartiment qu'on a soudainement découvert, c'est une nouvelle vision scientifique qui permet aux scientifiques de la Terre, alors j'oppose les scientifiques de la Terre, on va dire, aux scientifiques de la vie, de se retrouver, et en particulier, d'une manière holistique, ce terme a été un peu dévoyé, intégré, si vous préférez, c'est plus neutre, de créer des liens qui, à cause de l'histoire des sciences, ont disparu. Parce que si vous lisez Vernadsky, ils étaient présents déjà, mais ils ont disparu entre l'écologie, une approche écologique et une approche géologique. Mais quand vous faites des études d'écologie, vous n'entendez pas parler de géologie. Et quand vous faites des études de géologie, à mon avis, vous n'entendez pas parler non plus des cycles écologiques, et c'est dommage, parce que l'étude de la zone critique, qui est notre habitat, le nécessite. L'initiative zone critique, elle ajoute par rapport au modèle écosystémique, par exemple, une profondeur temporelle, qui est la profondeur géologique que nous connaissons, et une profondeur dans l'espace, puisque ce qui se passe dans une rivière dépend du statut des eaux profondes à plusieurs, peut-être, kilomètres sous nos pieds. Les acteurs, j'en ai pas parlé, Bénédicte est là, sans doute, dans la salle, mais évidemment, les acteurs principaux des processus de la zone critique sont des êtres vivants. Et donc, étudier la zone critique sans s'intéresser au processus du vivant, c'est un petit peu passer à côté de l'essentiel, en tout cas c'est mon avis. Deuxièmement, les observateurs de la zone critique donc, sont des endroits instrumentés sur lesquels les scientifiques se retrouvent et travaillent ensemble. Et en particulier, à mon avis, et c'est là où la représentation de Alexandra et Bruno et moi est importante, mieux communiquer avec ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire les agents des territoires, les citoyens, les politiques, qui sont complètement paumés, ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui. Donc cette notion de zone critique et cette notion de territoire est très importante ici, et je pense que nous avons, nous scientifiques, un rôle essentiel à jouer, en particulier dans l'alerte et dans la communication avec la société, rôle que nous n'avons probablement pas assez assumé. D'où l'importance, en particulier dans l'Université de Paris, de s'engager dans ce programme politique de la Terre. Et puis, ça c'est vraiment mon souhait en fait le plus profond, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à tout ça, en fait. C'est pas toujours rigolo, mais je pense que notre devoir, c'est aussi de former une nouvelle génération de jeunes scientifiques qui nous remplaceront dans peu de temps, et pour mon cas, et qui devront traiter avec des problèmes qui sont complexes, et dans lesquels tout est en interaction avec tout. Et cette science de la complexité, le terme n'est pas bon, parce que la science de la complexité, c'est autre chose, c'est vraiment ce vers quoi nous devons tendre, et en particulier pour la zone critique. Voilà, je vous remercie. Ouais. Non, tu dois répondre quand même, si tu veux bien. Bon, donc, questions, commentaires, Montagny. Oui, moi je voudrais te remercier pour cet exposé absolument extrêmement intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect observatoire dont tu as parlé, parce que en géophysique, que ce soit en magnétisme ou en sismologie, depuis 20 ou 30 ans, on a essayé de développer des réseaux d'observatoires au niveau global. Et ce qui a fait le succès de ces réseaux d'observatoires, c'est d'obéir à certaines spécifications, du genre standardisation des instruments, et aussi quelque chose de très important, l'échange gratuit de toutes les données. Et donc la question que je me posais, est-ce qu'il y a cette sorte d'initiative
dans la zone critique, parce que ce que tu as montré, c'est que les observatoires dans le futur, ça va être fondamental, mais ça implique des coordinations et donc l'échange de données, la standardisation des instruments et toute une réflexion pour que ça marche bien. Ce que tu bien. dis est bien sûr, Jean-Paul, essentiel. C'est pour ça que moi je suis très bien à l'IPG, parce que l'IPG a toute cette culture des observatoires. Et par exemple, bon, on peut citer que, mais les observatoires magnétiques, historiquement, ont été quand même les observatoires, bon, ça date d'Humboldt et de Gauss, mais ont été vraiment la communauté qui a montré qu'il y avait besoin de faire des réseaux globaux si on voulait comprendre le système. Et on voit aujourd'hui toute la richesse de ces données qui ont été patiemment accumulées, et, comme tu le dis, de la standardisation, de la nécessité de faire les choses correctement. Donc oui, bien sûr, alors bien, j'en ai pas parlé, mais il y a tout un contexte institutionnel, Future Earth, enfin tous ces machins-là, qui nous donne un cadre global où ces observatoires de la Terre interne, ces observatoires de la zone critique, voilà, vont travailler ensemble, bien sûr. Oui. Non, c'est une très bonne remarque. Quand même. J'avais juste une question un peu naïve, parce que je ne connais pas du tout ce domaine, mais je trouvais ça très intéressant. Tu vis dedans, hein? Pardon? Tu vis dans la zone critique, hein? Oui, oui, c'est vrai. Je voulais savoir pourquoi le lithium, en termes de propriétés chimiques, était un si bon traceur pour tracer ces processus. Oui. Et si il y avait d'autres éléments que vous utilisiez, j'imagine que oui. Et pourquoi le calcium aussi pourrait pas être... Oui. Bon, ben voilà, donc merci. On peut parler un peu d'isotopes. Donc oui, le lithium est intéressant parce qu'il se partage entre les deux phases. D'accord ? Si tu avais un élément qui va que dans la phase dissoute, il n'est pas intéressant, parce que la composition isotopique de la phase dissoute, c'est la composition isotopique de la roche. Donc j'apprends rien. Mais un élément qui se partage et dont les isotopes se fractionnent, c'est-à-dire ne se comportent pas de la même manière, ben ça c'est très intéressant. Et donc on a tout un tas de systèmes isotopiques avec le curseur qui se déplace entre très incorporé dans les solides ou très incorporé dans les dissous, très dans la phase dissoute. Donc le calcium, oui, c'en est un. On est en train de développer dans la thèse de Quentin avec Julien l'isotopes du barium, qui sont il n'est pas très fractionné, il n'est pas très partagé. Il a une grande affinité pour les particules et pas beaucoup pour l'eau, mais du coup c'est là où tu vas exprimer le plus des fractionnements isotopiques. Et puis, ce qui est intéressant aussi, alors le lithium, il n'a aucune affinité pour le biologique, donc compte à moi, on l'a choisi parce qu'on ne voulait pas s'embêter avec la partie biologique de la zone critique, mais quand on fait du bore, par exemple, qui est un autre des systèmes qu'on fait beaucoup à l'IPG, le bore, lui, est complètement dominé par le cycle biologique. Donc, en fait, un atome de bore qui tombe dans une feuille, immédiatement, il est repris par la plante. Donc, éventuellement, il n'a rien à voir avec l'altération des minéraux dessous. C'est pas vrai parce que... voilà. Mais tu vois, en jouant sur les propriétés biophysico-chimiques des éléments, ben, on arrive, on espère, à avoir différents éclairages du comportement de la zone critique. Je le redis, les isotopes sont vraiment un traceur très puissant de l'étude de la zone critique, entre autres. Patrick ? En complément de cette question, il y a quelque chose qui peut-être m'a échappé, mais dans le fameux croissant français, dans ta diapositive, il me semble qu'il y a un effet boomerang, sans jeu de mots. J'ai eu l'impression, peut-être j'ai pas bien compris, que tu avais des compositions isotopiques d'eau corrigée de la roche qui se ressemblaient à des rapports WD Exactement. Bas et des rapports WD élevés. Oui. Comment discriminer ? Ben, on peut pas. Mais voilà. Donc, par exemple, si tu regardes depuis la fin du Cénozoïque, le rapport isotopique du lithium dans l'eau de mer n'a pas cessé d'augmenter. Donc, dans les congrès, tu as deux écoles. Tu as ceux qui pensent qu'on est monté de ce côté-là ou on est monté de ce côté-là. Alors, comment on monte de ce côté-là ? Ben, on passe d'un monde à la KT qui aurait été un monde où... bon, je le fais dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus simple. Tout plat, dans lequel il y avait des marécages et tout était dissous, parce que la matière organique, c'est redoutable pour dissoudre une roche, à une terre où il y a des montagnes et où je fais des sols. D'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal, parce que s'il y a des montagnes, on ne fait pas de sol, parce que ça va trop vite. Bref, ça fait partie des grandes discussions. Mais ce que montre ce diagramme, si tu veux, c'est que tu as deux manières d'être proche de la roche. Soit, à chaque fois je me plante, hein, voilà. Soit tu dissous toute ta roche, ça veut dire que tu es dans un régime d'altération chimique qui est très puissant, d'accord ? Soit, au contraire, tu n'as pas le temps
de faire des phases secondaires, et donc le peu de lithium qui sort de ton système, il a juste été dissous de certains minéraux, les plus riches en lithium, mais il n'a pas eu le temps de se réincorporer dans des phases secondaires. Et entre les deux, in between, on exprime. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé, mais on pense que cette signature isotopique, c'est la signature des plaines d'inondation, parce que le système, comme le système amazonien, a des grandes plaines d'inondation. Donc, le matériau qui est là, il a été arraché des Andes d'une manière très rapide, mais par contre, il séjourne longtemps là. Et c'est là que les phases argileuses secondaires peuvent se former. Donc, ce n'est pas une approche verticale, 1D, sol. C'est aussi une approche. Mais c'est ça la richesse de la zone critique, c'est que tu n'es pas obligé de dire c'est là, c'est comme ça, c'est horizontal, c'est vertical, c'est partout, c'est dans la boîte. C'est aussi là que tu fais des argiles secondaires et que tu fractionnes tes isotopes. Bien. D'autres questions? Commentaires? Je dois m'éloigner peut-être. Questions, commentaires? Tu as dit au début de l'exposé que c'était vraiment la pire des choses à faire que d'utiliser le mot sol et qu'il fallait parler de zone critique. Ouais. Mais donc, dans l'exposé, tu as plus parlé de sol que de zone critique et tu l'as écrit à plein d'endroits. Catastrophe. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer vraiment qu'est-ce qu'il y a de si catastrophique à parler de sol? Ça, c'est l'enseignant qui parle. Enseigner les sols, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie à devoir faire un cours sur les sols, c'est abominable. Parce que d'abord, il y a des livres abominables qui ont complètement rompu le charme, on va dire. Alors, le sol, suivant que tu es un agronome ou suivant que tu es un géologue, c'est pas la même chose. Donc, le sol d'un agronome, c'est la toute petite pellicule à la surface, en gros, que tu peux cultiver. Mais quand je discute avec mes collègues de l'INRA, il n'y a rien en dessous de ça. C'est terra incognita. C'est-à-dire que l'altération des minéraux, ça n'existe pas. J'exagère un tout petit peu. Hein. Ça n'existe pas. Il y a de l'eau qui circule en profondeur. Oui, d'accord, mais ça n'a pas d'importance pour nourrir le blé, etc. Donc, ça, c'est la communauté agronomique typique. Hein. Et chez les géologues, le sol, c'est tout ce qui va du sol jusqu'à ce que tu rencontres une bonne roche altérée. Les hydrogéologues ou nos copains de Berkeley, de Bill Dietrich, etc., te diront que ça n'existe pas non plus, parce qu'au plus profond que tu fores, tu trouves de l'eau. En fait, ils appellent ça rock moisture, c'est-à-dire l'humidité des roches, parce que même, par exemple, sous les Vosges, on commence à avoir ces forages au bassin du Strengbar, 400 mètres de profondeur dans les Vosges, où là où tu devrais taper dans les bons granites hercyniens, tu rencontres une fracture qui contient de l'eau, qui est là-dedans probablement pour des millions d'années, bien sûr, depuis des millions d'années, mais tu rencontres de l'eau. Et ça s'arrête où ? Ça s'arrête sans doute où il n'y a plus possibilité, parce que la pression lithostatique est trop forte et donc tout est bouché. Mais cette notion de sol est très embêtante, parce qu'à 400 mètres sous la plaine d'Alsace, il y a de l'eau profonde dans des fractures du granit. Ce n'est pas du sol, tu es bien d'accord ? Mais en même temps, au sens où moi je le définis, c'est quand même une zone où il y a de l'interaction entre des eaux et des acides, et qui ont participé à dissoudre de la roche. Voilà, donc je suis désolé si je ne suis pas encore très fort je ne suis pas encore rodé sur le sol. Peut-être la dernière. Oui, Jérôme, merci. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ton exposé. J'ai en fait deux questions. La première, c'est, tu as bien expliqué au début, évidemment, toute l'importance de la zone critique pour l'interaction avec l'atmosphère. Donc là, ma première question, c'est aujourd'hui... Finalement, comment tient-on compte de cette interaction pour l'étude du climat ? Oui. Et associé à cette question-là d'ailleurs, est-ce qu'on sait quantifier l'effet de l'homme sur le climat via la zone critique ? C'est-à-dire, je ne parle pas de ce qui part directement dans l'atmosphère, mais tout ce qu'on peut faire dans la zone critique. Bon. Et je te pose tout de suite ma deuxième question qui est plus simple peut-être. C'est qu'est-ce qu'on a comme moyen d'étudier la paléozone critique ? C'est-à-dire, c'est de comprendre comment était la zone critique il y a 1 million d'années, il y a 2 millions d'années, etc. Voilà, j'ai des réponses aux deux. Donc, à la première question, bien sûr, c'est très important. Et dans tous les observatoires de la zone critique dignes de ce nom, il y a des mesures d'édicovariance, quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est les tours de flux, les fameuses tours de flux, qui sont, c'est modèle dépendant. Il y a un modèle de dynamique des fluides atmosphériques, mais qui permettent de quantifier les échanges d'énergie, d'eau, de CO2 entre la base du sol et la basse atmosphère, on va dire.
Et donc, c'est pris en compte, oui. Et par exemple, tu t'aperçois que dans un observatoire dont j'aurais pu vous parler, parce qu'il est passionnant, c'est l'observatoire d'Amakach en Afrique, on voit qu'on ne comprend pas grand-chose. C'est-à-dire que les modèles climatiques qui prévoient que cette région-là doit s'assécher ou au contraire se reverdir parce que la zone de convergence intertropicale varie, on est au Niger, c'est-à-dire dans cette zone un peu intermédiaire, eh ben, on s'aperçoit que les modèles climatiques n'arrivent pas à saisir la complexité régionale parce que justement il y a des tas de choses qui ne sont pas prises en compte, et en particulier l'influence de la végétation locale sur le cycle de l'eau, et puis bien sûr l'influence des cultures. Et il y a un truc qui est très connu dans la communauté qui s'appelle le paradoxe du Sahel, c'est que alors que le Sahel reverdit, et que la végétation devrait repomper justement l'eau et la renvoyer dans l'atmosphère, ce n'est pas le cas. Le niveau des nappes n'a pas cessé d'augmenter depuis 20 ans dans la région du Sahel. Le régime hydrique des rivières n'a pas arrêté d'augmenter. Il y a même eu une inondation de la ville de Niamey il y a quelques années. C'est un truc complètement incroyable. Donc là, c'est un effet complètement inattendu du réchauffement climatique parce que la zone critique localement, elle a répondu d'une manière qu'on ne suspectait pas. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait aller le chercher. C'est qu'avec le reverdissement, c'est-à-dire le retour des précipitations dans cette zone, en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est la fréquence des précipitations. Donc il pleut plus, mais surtout, il pleut de manière beaucoup plus concentrée. L'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, elle ruisselle, elle s'accumule dans ce qu'on appelle des mares. Donc qui allait chercher le rôle des mares, tu vois, dans un modèle climatique qui ne sont pas représentables à l'échelle du pixel. Et à partir de là, une fois que l'eau est dans les mares, elle s'infiltre. Et ça alimente la nappe. Tu vois un peu les feedbacks. Et ça, c'est conditionné par la géologie. Mais les modèles, regarde le premier des modèles climatiques que tu regarderas, il n'y a pas la géologie dedans. Donc certains de mes collègues, j'avais beaucoup aimé cette expression, we must put the Earth into the Earth System Climate Models, tu vois, mettre la Terre dans les modèles de système Terre. On en est, à mon avis, à peu près à ce point-là. Alors deuxième question, c'était quoi? Les paléozones critiques. Oui, bien sûr. Alors l'étude des lacs, puisque un lac t'enregistre, par exemple, les lacs alpins. On est en train de travailler avec des collègues d'Editem de Chambéry. Dans un lac alpin, c'est incroyable tout ce que tu vois. Tu vois l'arrivée des Romains. Alors, ils ont déforesté, les Romains. L'érosion. Tu vois l'arrivée. Les Celtes étaient très éco-respectueux. Pas beaucoup d'érosion. Et tu peux dire plein de choses, en particulier avec des isotopes. Donc oui, alors après, ça dépend de la vitesse de sédimentation. Si la vitesse de sédimentation n'est pas très grande, tu vas filtrer, bien sûr, tes fréquences de signaux, mais sinon, dans certains cas, on voit plein de choses. L'ADN environnemental, par exemple, se développe dans les lacs, extrêmement intéressant. On voit des tas de trucs. Donc ça, c'est la paléozone critique, si tu veux. C'est plus de l'archéozone critique. Oui, alors après, tu peux regarder les sédiments océaniques. Les sédiments océaniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dit qu'on termine là. Donc on se retrouve au buffet et tout d'abord, on remercie Jérôme encore une fois. Merci beaucoup.